Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous matinal. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2026, il est 8 heures et nous serons en France jusqu'à 9h30. Comme chaque samedi, nous allons retrouver notre ami Ahmed Grigassen. Cette fois-ci, il va revenir sur un événement grandiose qui a eu lieu cette semaine, une conférence autour des manuscrits qui s'est déroulée au niveau du Centre international des conférences, le CIC Abdel Rahal, Alger. Et c'est un événement qui s'est déroulé le 15 et le 16 de ce mois-ci, donc intitulé Les routes de l'encre en Algérie, civilisation et patrimoine. Et ce sera donc le thème qu'a choisi Ahmed Belgassine pour nous en cette matinée. Nous allons parler sport en cette matinée en compagnie donc de notre ami Fatah Abada. Il va donc revenir sur les préparatifs donc du prochain match des Verts ainsi que leur mental. Il aura donc un consultant avec lui en cette matinée. Nous nous intéresserons également à toujours rendez-vous sportif. Le 26 de ce mois aura lieu donc le trail Algiers Trail 2026. Ça va se passer donc le 26. Ce sera la semaine prochaine. Nous allons revenir sur les préparatifs de cet événement et nous allons nous intéresser aux langues étrangères, particulièrement à l'enseignement du chinois. Donc en quoi cette langue serait-elle intéressante à apprendre? Et ben, notre invité répondra à nos questions. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale. Comme à chaque fois, je vous laisse apprécier. On se retrouve juste après.
Voilà, c'était donc le groupe Dzaïr. Et à présent, nous allons revenir sur un événement grandiose qui a eu lieu, comme je vous le disais au sommaire, cette semaine, le 15 et le 16 juin, donc autour du manuscrit. Et Ahmed Kelgahsen est parmi nous pour en parler. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les Comment ça va? téléspectateurs. On parle beaucoup de manuscrits depuis quelques années en t'accompagné. Et voilà, un colloque international Oui. qui vient donc résumer finalement tout ce que nous avons partagé. C'est un rêve qui s'est réalisé, Nour, pour être sincère. Donc c'est vraiment, on est passé, le manuscrit était vraiment le dada des spécialistes. C'était juste les gens qui s'intéressaient, ils se retrouvaient au niveau de la Bibliothèque nationale, du service. Et maintenant, on est passé à un colloque international sous le haut patronage du chef de l'État. Et on en parlera après le jingle. Et donc, tu disais que c'était sous le haut patronage du chef de l'État. C'est pour dire l'importance donc d'un tel patrimoine pour finalement l'écriture de toute notre histoire. Hein. Exactement. En fait, c'est devenu quelque chose de très important, de même central. Donc, au niveau de la culture algérienne, c'est devenu quelque chose de très important. Et vraiment, c'est à juste titre, parce qu'il a tous les droits, le manuscrit, d'être au centre de tout cet intérêt, de tout ce travail, de tout ce traitement de faveur, j'allais dire. Donc, et surtout, on l'a vu avec toi, Ahmed, durant toutes ces années, parce qu'à chaque fois, tu en parles, même si tu nous fais découvrir une personnalité particulière, mais c'est toujours le manuscrit qui prend un petit moment de ta rubrique. Et on a vu que le manuscrit, finalement, c'est pas que le contenu, mais c'est forme et fond, et que chaque pièce a quelque chose à nous raconter. Exactement. Et cette fois, on l'a vu vraiment donc, en invitant des experts étrangers, notamment des Égyptiens, des Tunisiens, des Pakistanais. Il y avait prévu d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, etc. Donc, et il faut reconnaître aussi qu'on a lésé certains de nos compatriotes algériens. Donc, on n'a pas pu insérer tout le monde. J'espère que dans les prochaines éditions, donc il y aura plus de temps, pour essayer que tout le monde soit présent. D'habitude, on travaille sur le manuscrit, surtout sur le contenu, l'étude enfin, les recherches sur le contenu, j'allais dire l'édition critique, et puis le fahrasa, qui est vraiment l'établissement des catalogues. Là, on a vu qu'il y a plus que ça. Donc, il y a les études de l'étui lui-même, du manuscrit en tant que support physique. Donc, il y a des études physiques, biologiques, chimiques, les études des encres, les études des calligraphies, des études sur le papier lui-même, les types de papier, la reliure, donc le cuir, tout ça est en train de se faire étudier partout dans le monde. Et le colloque aussi a essayé de souligner l'utilisation des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Dans la conservation? Non, pas dans l'étude du manuscrit, l'exploitation, j'allais dire, du manuscrit. Parce que des fois, donc, la lecture, il faut qu'on soit sûr, donc l'intelligence artificielle peut contribuer. Quoique, donc, on commence, il y a des gens qui commencent à travailler sur ça. Et après ce colloque, j'espère que les gens seront plus motivés donc, à travailler. Et il y a eu surtout une part très importante qui a été accordée aux gens, aux propriétaires des bibliothèques. Le Khazaïn. Donc, c'est des gens qui ont été mis en lumière. Donc, le ministère de la Culture les a honorés. Donc, Madame la ministre les a reçus. Donc, il leur a offert un déjeuner particulier. Elle est restée avec eux, à leur écoute, leurs soucis, leurs intérêts, etc. Tout ça donc, a fait que. Donc, il y a eu plusieurs facettes dans ce colloque où pratiquement le manuscrit a été. Vraiment, il y a de la lumière dans tout le spectre qui a été jeté sur le manuscrit. De tous les angles, on a essayé de présenter le manuscrit sous toutes ses couleurs. Donc c'est ça l'intérêt du colloque. Et après l'intitulé ou le thème de cette année, il est très générique, il est même révélateur. Donc les routes de l'encre en Algérie, civilisation et patrimoine. Alors là, ça. Ben oui. En fait, c'est tentaculaire comme thématique pour une première édition. En fait,
nous, l'Algérie, on est connu. Donc, on a retrouvé notre indépendance Oui. en payant l'impôt du sang. Oui. Et là, on revient à notre participation à l'universel en ayant payé l'impôt de l'encre. Donc, combien de litres d'encre ont été coulés en Algérie donc, pendant les 2000, 5000, je ne sais pas, 20 000 ans, 30 000 ans d'histoire. Donc, tout ça est mis en exergue à travers ce colloque. Tu vois que je suis très heureux, très content, parce que je suis très satisfait déjà de la tenue du colloque. Du colloque, oui. Et puis la qualité aussi des interventions, la qualité des intervenants et surtout la bonhomie dans laquelle s'est passé, s'est déroulé tout l'événement. Il y avait aussi en parallèle une exposition de manuscrits. Donc la Bibliothèque nationale a ramené les meilleurs, des copies extraordinaires. Il y a de la collection. Et puis il y a eu aussi des manuscrits qui ont été choisis des bibliothèques particulières qui ont été aussi exposées. Quoique, j'aime pas qu'on transporte les manuscrits. Moi, je suis contre. Oui, je le dis et je le redis. Parce que pour moi, le manuscrit ne doit prendre aucun risque. Donc, mais bon, pour le... C'était pour la bonne cause. C'est la première édition, c'est pour la bonne cause. Exactement. Nous avions des invités, alors autant les mettre en contact finalement. Il y avait aussi l'établissement d'une carte, la carte des manuscrits en Algérie. C'est-à-dire? C'est-à-dire une carte géographique, donc avec un écran interactif où on peut voir les lieux où sont conservés les manuscrits. Donc la position, la localisation des différentes bibliothèques et des khaza'in, donc là où elles se trouvaient, donc, on peut donc juste cliquer avec le doigt pour voir un peu, donc il y a une affiche qui sort, le nombre de manuscrits, la position, etc. etc. Bien sûr, le gros de tout ça se trouve au service des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Ça reste le temple des temples, exactement, des manuscrits, c'est très important, et ils ont une expertise très importante dans le manuscrit, que ce soit dans la sauvegarde, la préservation, la conservation, le traitement du manuscrit, l'établissement des catalogues, etc. Tout ça, on a un service très, très important et il est même reconnu internationalement. Donc, les gens, les spécialistes, les étrangers connaissaient tout le monde, ils connaissaient vraiment le service. Donc, ah oui, on connaît tel. Donc, ça veut dire que quand même, ils ont une présence internationale qui est très importante. Et une contribution par la même occasion, effectivement. Alors, 2 jours, bien entendu, Ahmed, ne sont jamais suffisants pour faire le tour. Donc, finalement, de tout ce qui concerne les manuscrits, que ce soit en Algérie ou dans le monde, parce que le manuscrit, quand même, reste un témoin de plusieurs civilisations à travers le monde. Exactement. Donc, 2 jours, ça... donc on a vu la participation de plusieurs experts, notamment des experts internationaux. Quelles ont été les thématiques principales, on va dire, qui ont été abordées lors de ces 2 jours? On a essayé, en fait, dans le comité scientifique, on a essayé de toucher à tout. Donc, partant de l'étude du manuscrit en tant que contenant et contenu. Donc, il y a eu l'édition critique, il y a eu des études qui ont été faites grâce au manuscrit. On n'a pas aussi épargné les archives, donc les documents, même des documents, même s'ils ne sont pas manuscrits, ce n'est pas des livres. Donc, on les a introduits, on les a inclus dans le programme. Et puis, il y a les aspects des différentes études. Donc, tu as entre les mains le guide du colloque, de la conférence, pardon. Donc, et tu peux voir qu'il y a tout type d'études qui se fait maintenant sur le manuscrit. Tous ces types ont été inclus dans le programme. Donc, l'étude des encres, l'étude du papier, les nouvelles techniques, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie dans la conservation des manuscrits. Donc, tout ça a été introduit. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est susciter aussi les vocations chez nos jeunes. Donc, quand ils voient ça, donc ils vont s'inspirer, ils vont s'intéresser, ils vont étudier. Parce qu'il y a plusieurs... Ça intéresse en fait tout le monde. Ça va du chimiste au physicien, au matheux, à l'historien, aux gens qui font sharia, aux hommes de lettres qui s'intéressent aussi. Donc tout ça, le manuscrit n'est plus... Exactement. N'est plus la spécialité de l'historien ou des gens qui font archéologie ou des gens qui s'intéressent un peu aux sciences humaines. Non, c'est le dada de tout le monde. Le manuscrit peut intéresser tout le monde.
Et, et maintenant, donc, à 2 jours, ça a intéressé les politiques. Oui. Donc, et voilà, on est sorti avec quelques recommandations pour la continuité, pour la suite. Parce que là, le colloque a permis aussi de faire une sorte une halte, donc, de réflexion, de bilan de tout ce qui a été fait depuis le recouvrement de l'indépendance et de ce qu'on doit faire pour la suite. Donc c'est aussi ça le colloque. Donc il a aussi montré la position de l'Algérie vis-à-vis du monde musulman, parce que le manuscrit musulman intéresse tous les musulmans, donc ça va de Jakarta, ça va jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'Amérique du Nord, donc il existe partout. Oui. Donc on a des manuscrits algériens qui sont partout, notamment à Istanbul, à Paris, à Rome, à l'Escurial, à Madrid. Donc le manuscrit algérien, il est partout. Donc on est à la recherche de manuscrits en Afrique subsaharienne. Donc il y a plein de manuscrits algériens dans les bibliothèques de Nigeria, du Mali, du Niger, etc., en Mauritanie. Donc on est à la quête de tous ces manuscrits, on essaie de les localiser. Et on essaie de voir. Donc, faire un inventaire. Il y a eu pas mal enfin, 2 ou 3 panels hein, durant ces 2 jours qui sont revenus d'ailleurs sur l'inventaire, la cartographie, comme tu le disais, du manuscrit. Alors, revenons sur les principales recommandations donc, à la fin de ces 2 jours. Donc, après réflexion, consultation, donc il y a tout le monde qui a contribué, tous les participants, les étrangers, etc. Tout le monde. Donc il y a eu des propositions. La première, c'est de pérenniser le colloque. Donc la conférence se tienne chaque année et que avec ce niveau, si ce n'est donc un niveau plus élevé. Et tu en es très heureux. Oui, je suis très satisfait. Je ne suis pas satisfait de mon travail parce que je me dis il aurait pu mieux faire. Donc je me dis que oui, j'aurais. Mais bon, c'est quand même un événement très important. C'était attendu, donc il était. C'est le premier du genre. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc, consacré au manuscrit en tant que tel, c'est le premier, je pense. Oui. Nous avons parlé déjà des manuscrits mais comme thématique dans des événements, mais un événement consacré exclusivement aux manuscrits, c'est le premier du Le premier. Et donc, ce sera une tradition, Inch'Allah. Inch'Allah, on veut la pérennisation. Donc, et normalement, Inch'Allah, c'est acquis parce que tous les éléments, tous les ingrédients, notamment la volonté politique étaient là. Donc, il y a aussi la proposition d'introduire l'enseignement de tout ce qui est de la culture manuscrite, du manuscrit dans les différents paliers de l'éducation nationale. L'introduction aussi d'une formation. Dans l'éducation. Donc ça commence à la tendre enfance. Exactement, parce qu'il y a plusieurs aspects que les élèves peuvent apprendre. C'est quoi un papier? Ils peuvent créer leur propre papier. C'est quoi une encre? Apprendre à lire la calligraphie algérienne, donc l'ancienne calligraphie qui était d'usage. Donc ça va leur faciliter par la suite. En fait, ce qu'on veut, c'est susciter les vocations. Donc on veut les introduire dès qu'ils sont très jeunes. Donc il y a plein d'aspects qu'on veut. Et ça peut se faire de façon très ludique avec les enfants. Donc on peut prendre un papier, donc la ajina, donc ils font la pâte de papier, donc ils vont aussi mettre le papier, ils vont sur le rouleau, etc. et construire leur propre papier, puis et à la suite dessiner, voir l'origine des couleurs, donc il y a l'encre minérale, il y a l'encre végétale, etc. Donc il y a plein d'aspects qu'ils peuvent étudier. Il y a aussi l'introduction de la formation en manuscrit dans la formation professionnelle. On peut former des techniciens et bien sûr former à l'université et introduire, comme je le disais à l'université, l'enseignement de la calligraphie algérienne, l'établissement de réseaux numériques de manuscrits à l'échelle nationale pour essayer de centraliser toute l'information. Il y a aussi la création de prix, il y a aussi la proposition de création de prix pour le manuscrit, l'édition critique du manuscrit qui se distingue. Donc il y a aussi un prix particulier pour la meilleure khizana aussi. Donc chaque année, on peut aussi les aider. Et puis proposer la prise en charge un peu de l'établissement, de la création, de la mise en place de ces khizanat. Donc on ne peut pas que dire à ces gens, vous devez faire ceci, vous devez faire ça.
dans certains cas, dans la majorité des cas, peut-être qu'ils n'ont pas le savoir qu'il faut, donc les accompagner dans l'établissement de ces bibliothèques pour donner aux manuscrits les meilleures conditions de survie, parce qu'on veut qu'ils survivent le plus possible. Et puis la création d'une journée nationale du manuscrit, donc c'est quelque chose de très important, et un statut particulier pour le manuscrit, pour la préservation point de vue légal, juridiquement, donc il faut qu'on le protège. Il y a aussi, il y a une proposition très importante qui est la création d'un centre ou d'un institut pour les hautes études du manuscrit. C'est très important. Et à la fin, on a le directeur général de l'Institut arabe des manuscrits qui a proposé que le prochain congrès de l'Institut se fasse à Alger. Et ça peut être vraiment la fête. Là, ça sera vraiment le festival. Le festival du manuscrit. Du manuscrit, ça va être vraiment quelque chose de très, très important. Donc, tout ça, il y a 13 points. Oui. Il faut dire qu'on a eu peut-être une cinquantaine de propositions. Donc, on a essayé d'être les plus urgentes, les prioritaires. Exactement, les meilleures. Et on a essayé aussi de synthétiser quelques propositions pour sortir avec ces 13 recommandations. Et moi, je suis à la limite rassuré, je suis presque certain que ces recommandations vont être prises en charge. Donc pas dans l'immédiat pour toutes, mais certaines, je pense que la prise en charge est immédiate, parce qu'il y a une certaine volonté qui veut que ça se fasse. Et voilà, donc alhamdoulilah, on est arrivé à ce jour. Alhamdoulilah, j'ai pu assister, donc je suis très heureux. J'ai vu plein de gens, j'ai connu plein de gens, j'ai revu plein de gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et alhamdoulilah, donc j'espère que c'est un nouveau départ pour le manuscrit. Alors le manuscrit, il faut dire qu'il a toujours eu sa place en Algérie. On s'est toujours intéressé au manuscrit, mais là, avoir un statut pour le manuscrit, certainement, ça va probablement sensibiliser d'autres personnes, d'autres citoyens qui détiennent des manuscrits à leur niveau, parce que ça reste aussi des patrimoines parfois familiaux et on a du mal à nous détacher. Non, mais on ne demande pas que les gens se détachent, on veut juste qu'ils se manifestent. Donc, s'ils ont un lot, répertorier déjà. Pour répertorier, pour savoir ce qu'il y a, parce qu'il y a des documents qui sont très importants, il faut les préserver d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, celui qui a une copie de Mukhtasar Khalil ou Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, des documents qui sont courants, donc on en trouve par milliers de copies. Oui, ils peuvent les garder, même s'ils ont la copie originale, celle écrite par l'auteur lui-même, donc c'est pas grave, donc, parce qu'il y a des copies. Mais il y a certains manuscrits qui sont des copies uniques. Là, c'est très urgent de les copier, donc, et on leur conseille aussi de les copier eux-mêmes, d'en faire des copies numériques. Donc, ils ont, avec le téléphone, un appareil photo numérique. Il y a même des techniques aujourd'hui de digitalisation, vous en aviez parlé d'ailleurs dans l'un des panels de dans la numérisation. Donc, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes, parce qu'on ne sait jamais. Donc, il y a toujours cette possibilité, ce risque. On ne sait jamais, donc il faut avoir des copies. S'ils veulent vendre les manuscrits qu'ils ont, la Bibliothèque nationale a une procédure d'achat. S'ils veulent offrir, donc il y a cette possibilité. Il y a même des gens qui ont offert leur bibliothèque. Il y a Sir Henni Ben Ali qui a offert sa bibliothèque. Il y a la famille Wedfield qui a offert aussi la sienne. Donc ils ont été aussi, on leur a rendu hommage, ils ont été honorés pendant ce colloque. Il y a tous ces gens, tous ceux qui ont contribué à la préservation du patrimoine ont été vraiment mis à l'honneur pendant ce colloque. Donc il y a aussi l'autre formule qui est peut-être plus intéressante pour certaines familles, qui est le dépôt. Donc ils peuvent juste déposer leur lot de manuscrits à la Bibliothèque nationale et la propriété leur revient. Donc ça va être leur propriété. Mais ils sont protégés, ils sont dans le coffre-fort, donc dans les conditions optimales de conservation. De toute la protection, le traitement. Nous l'avons vu d'ailleurs la dernière fois. Bien sûr, il y a le traitement, donc il y a le nettoyage, etc. Donc, et ça reste leur propriété, mais ils sont préservés. Quand ils veulent reprendre leur manuscrit, donc c'est leur propriété. Donc il y a plusieurs formules, donc ils n'ont qu'à choisir. Maintenant, s'ils veulent les garder, c'est
certaines familles qui ont des lots très importants, donc même des dizaines ou même des centaines de manuscrits, peut-être qu'elles préfèrent garder parce qu'en parallèle, ils ont une activité de zawiya ou une mosquée, etc. C'est une famille. Donc, mais il faut qu'ils voient avec les spécialistes quelles sont les façons les meilleures pour préserver ce manuscrit, quelles sont les conditions. Et là, pour permettre au manuscrit de survivre, parce qu'un document qu'on trouve des fois, on a entre les mains 3-4 siècles, mais c'est des générations qui l'ont vu, donc il a survécu à la vie d'un homme. Donc on se dit, c'est le produit d'un homme, c'est le produit d'une personne, mais il a fait plusieurs vies. Donc vraiment, il faut le préserver et les conditions donc lui permettent une meilleure longévité, donc qu'il survive à tout ça. Et bien tout ça c'est étudié, c'est scientifique, c'est des gens qui ont fait des études pour la conservation. Il faut faire très attention au déplacement des manuscrits parce que quand on va, donc le gradient de température, le gradient de pression, l'humidité peut aussi détériorer impacter. Donc il faut faire très attention, il faut donner au manuscrit le temps de s'acclimater dans le déplacement, tout ça. Et c'est les experts qui vont leur dire, donc ils se mettent en attache. Moi je dis tout simplement aussi aux gens qui ne veulent pas se manifester. Dans la carte, il y a des wilayas algériennes qui sont existantes. Il y a quelques wilayas qui sont inexistantes. Je suis désolé pour eux. Donc, quand ils vont voir la carte, mais oui. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Après, surtout qu'il y a plusieurs formules pour. C'est vrai qu'à un moment donné, avoir un manuscrit qui date de plusieurs siècles reste quand même très précieux pour une famille, mais il y a quand même plusieurs formules qui permettent au moins, c'est vrai qu'il y a le côté forme, il y a le côté fond qui nous permettent aussi de comprendre l'évolution de notre histoire et de comprendre notre monde aussi, à nous, notre ère aussi. Tu nous as d'ailleurs présenté plusieurs manuscrits qui datent de quelques siècles et qui répondent à des questions actuelles. Actuelles, exactement. Et il y a aussi toute l'information en parallèle qui est mise sur le manuscrit. Des fois, c'est l'état civil. On a un état civil donc, dans les marges. Donc, voilà, tel est né tel jour, un fils, un petit-fils. Il y a aussi des événements, l'histoire du climat, on peut faire l'histoire du climat, l'histoire des catastrophes naturelles, donc on a des informations. On a vraiment, donc le manuscrit, donc c'était un support, donc c'était à la fois le livre, mais c'était aussi le journal, c'était aussi le quotidien de l'époque, et on a toutes ces informations, et on a aussi les prix, donc on peut voir aussi, parce que dans les couvertures, on peut aussi trouver ce qu'on appelle temelluk, donc c'est les actes de propriété. Il y a tel qui dit, voilà, j'ai acheté tel manuscrit de chez tel, du patrimoine de tel alim quand il a été vendu avec tel prix et telle date. Donc, et là, on voit aussi un peu la bourse des manuscrits, et on voit aussi des fois les monnaies utilisées, parce qu'il va donner rial, il va parler de dinar, il va parler de dirham, il va parler... Donc, et tout ça, ça donne... Donc, tous ceux qui vont étudier, que ce soit l'histoire de l'économie, l'histoire du climat, l'histoire tout court, l'histoire générale, tout ce qu'on veut, on le trouve dans le manuscrit. Il est déterminant. Et on en a d'autant plus besoin que une partie de l'histoire algérienne, donc on n'a pas tout le détail, donc on manque de détails, donc surtout l'histoire, exactement, surtout l'histoire locale, donc il y a des villes, de grandes villes, des petites villes, des villages, on a besoin de connaître l'évolution de toutes ces localités, c'est des agglomérations, comment elles ont été créées, dans quelles conditions, puis l'évolution, et on voit que il y a aussi, le manuscrit nous permet aussi de dire une chose, que ce qui a été jeté comme anathème sur les Algériens, comme quoi une société orale, n'est pas vrai, parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une société qui écrivait tout. Et la preuve en est, donc on a plein de manuscrits, c'est des quotidiens. Donc les gens, les ulama écrivaient leur vie quotidiennement. Donc c'est des journaux, donc diaries. Donc ils écrivaient, à chaque fois j'ai reçu tel, j'ai vu tel, il a plu, il n'a pas plu, il a neigé, il n'a pas neigé, et on a toutes ces informations, mais ces documents ont disparu parce que les conditions
qu'a traversé l'Algérie, notamment à cause de l'occupation, donc a fait que tous ces... et on a des informations à Constantine, quand l'armée française a occupé la ville, oui. Donc ils sont rentrés, donc il y a chez une grande famille de ulama à Constantine, ils sont rentrés dans les chambres, ils ont sorti tous les documents, ils en ont fait un auto-da-fé. C'est leur tradition, ils viennent d'une tradition oui. d'inquisition, c'est tout à fait normal, mais pour nous, moi, je me souviens d'une grand-mère, donc quand elle trouvait un document écrit en arabe, elle l'embrassait parce que pour elle, c'était oui. le Coran. C'est ça. Exactement, oui. Ça, tellement c'était sacré. Ils viennent nous convaincre maintenant qu'en quoi on est une société qui n'écrivait pas, qui ne donnait pas l'importance. C'est faux, c'est archi faux. Et voilà, et donc ce colloque vient encore une fois pour répondre à certaines Exactement. absurdités, oui, nous oui. allons dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Félicitations encore une fois pour nous tous, finalement, pour l'Algérie, pour le monde, hein, parce que ça reste quand même un événement d'échange, un événement d'enrichissement. Quand on sort avec un chiffre qu'a donné le directeur de la Bibliothèque nationale, M. Mounir Behadi, il dit qu'il y a 47 000 manuscrits qui ont été identifiés. À travers tout le territoire, donc, et tout, en sachant qu'il y a plein de wilayas qui n'apparaissent pas sur la carte, et on se dit, c'est quelque chose de... Identifié seulement, exactement, donc, ça va localisé, identifié. C'est un chiffre qui est appelé à grandir. Exactement, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour d'autres belles rencontres. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de Paris, en compagnie donc de Afaf Belhouchet, elle qui s'est intéressée à la deuxième édition donc, du Job Dating avec le CREA, un événement qui a été donc, organisé au profit des étudiants à la recherche d'emploi. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Attente qui s'étreint dans la salle, des CV soigneusement préparés et parfois quelques minutes seulement pour convaincre. À Paris, des centaines d'étudiants et de jeunes diplômés algériens se prêtent à l'exercice de job dating. Derrière chaque entretien, le même espoir, décrocher un stage, une alternance ou cette première expérience professionnelle souvent décisive pour lancer sa carrière. L'événement est particulièrement intéressant parce que comme j'ai pu discuter avec le responsable commercial qui est juste derrière moi, on est des personnes, on a une culture qui est commune, des origines qui sont communes et on se ressemble. Et au fond, ça crée un lien qui est pas reproductible avec d'autres recruteurs. Je pense que là c'est assez intéressant déjà pour pouvoir parler aux professionnels, mais surtout de pouvoir moi je rentre seulement à L3, donc on va dire que c'est pas le niveau le plus poussé encore de recherche, mais ça me permet de faire de faire des entretiens, de m'entraîner. Donc là je cherche un stage, mais bon ça me permet aussi de m'entraîner. Actuellement aussi, mais pas du tout dans le domaine dans lequel j'ai fait mes études, et donc là, dans mon Car malgré des cursus parfois prestigieux, nombreux sont ceux qui se heurtent encore à un obstacle bien connu, l'absence de réseau. C'est de ce constat qu'est née l'initiative de Diaspora Job Dating. Pour sa deuxième édition, l'événement change d'échelle. Aux côtés de grandes entreprises internationales venues recruter, le Conseil du renouveau économique algérien s'est associé à l'initiative pour ouvrir d'autres perspectives à cette jeunesse. Déjà, il faut savoir que Diaspora est partenaire du CREA depuis la création en fait, de l'association. C'est un partenaire avec qui on partage les mêmes valeurs. Et nous, comme le CREA, estimons que l'économie doit avoir une dimension sociale qui est très importante. Cette année, on a ajouté un plus, c'est qu'on a demandé à notre partenaire d'envoyer des représentants pour que les enfants de la diaspora, qui souhaitent aussi retourner travailler en Algérie, qui souhaitent avoir une expérience professionnelle en Algérie, puissent déposer leur CV. Cette année, le CREA n'est pas venu uniquement observer. 3 de ses vice-présidents ont fait le déplacement pour rencontrer des talents de la diaspora. Une présence qui traduit l'intérêt croissant du patronat algérien pour cette génération, formée à l'international et dont les compétences suscitent un intérêt grandissant en Algérie. C'est dans l'ADN du CREA, cet aspect sociétal et cet aspect tourné vers la diaspora algérienne, notamment en France, pour leur dire que l'avenir est devant eux et que dans la vie, les situations sont dynamiques et que l'Algérie, l'Afrique, d'une manière générale, sera le centre de la croissance mondiale d'ici 2050, que la croissance démographique sera aussi au rendez-vous africain et que l'Algérie, faisant partie de l'Afrique, a tous les atouts, a tous les ingrédients, réunit tous les ingrédients
pour être vraiment un moteur de croissance dans le continent africain. Pour beaucoup de ces jeunes, l'horizon professionnel ne se limite pas à l'Europe. L'Algérie apparaît désormais comme un marché en mouvement, porté par des nouvelles ambitions économiques et un besoin croissant de compétences qualifiées. L'événement a également reçu le soutien de Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie. Une occasion de rappeler une réalité souvent méconnue. Les étudiants algériens demeurent parmi les plus exposés aux contraintes administratives et aux difficultés d'accès à l'emploi en France. L'accord de 68, on oublie qu'effectivement le côté défavorable qu'ils ont notamment pour les cartes talents, donc c'est les ingénieurs, les médecins qu'on peut plus faire venir, et pour nos étudiants qui ont effectivement besoin d'une autorisation pour travailler, qui sont en manque de réseau, qui sont défavorisés par rapport aux autres étudiants, et donc comme il y a une forte, du coup ça les met dans une forte précarité, et donc ce genre d'initiative est importante, c'est pour ça que je soutiens cette initiative de Diaspora. À travers cette initiative, c'est finalement une nouvelle relation entre l'Algérie et sa diaspora qui se dessine. Une relation qui ne repose plus uniquement sur l'attachement affectif au pays d'origine, mais de plus en plus sur les compétences, l'entrepreneuriat et la contribution au développement économique national. Et c'est donc la deuxième édition du Job Dating qui s'est déroulée à Paris. Un événement organisé par le CREA au profit des étudiants algériens, donc à la recherche de l'emploi. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser sport. Ce sera page sport que nous allons ouvrir en votre compagnie. Qu'en est-il de la préparation des Verts pour ce mondial? Et c'est Fatah Abada qui va nous en parler. Ce sera juste après cela. Bonjour. Bonjour, Mambrouda. Comment ça va? Très bien, et vous? Le moral, ça va? Oui, super. Ça se passe bien? Oui, super bien. On est optimiste? Très optimiste. Fatah, c'est toujours l'optimisme avec lui, en tout cas. Hein. Oui, il faut. De toute façon, quand on n'est pas optimiste, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, je suis entièrement d'accord. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux préparatifs physiques et mental, voilà, effectivement, des Verts. Et tu n'es pas seul aujourd'hui. Je ne suis pas seul, effectivement, Nour Houda. Merci, bonjour, madame, monsieur. Nous avons le plaisir d'avoir notre spécialiste en la matière, justement, Badreddine Benhadjouja, qui est le consultant de Canal Algérie concernant le sport, notamment concernant l'athlétisme. Badrou, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Fatah, très heureux d'être parmi vous et puis bonjour à nos chers téléspectateurs. Voilà, donc Badrou, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour commencer, vous avez une double casquette. Donc vous êtes préparateur physique, vous êtes spécialiste en athlétisme. Allez, pour commencer, comment avez-vous vu, comment est l'état général, la préparation d'une manière générale, mais surtout physique de notre équipe nationale à la veille de ce mondial et surtout au début de ce mondial? Vous savez, Fatah, tout a été fait hein. Sur le plan physique, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une préparation physique, mais un maintien de la forme physique. C'est pratiquement différent, si vous voulez. Ce sont des charges modérées pendant l'entraînement. Bien sûr, je dirais tout d'abord que j'ai été déçu par le premier match. Pas par rapport à la défaite ou par rapport aux 3 buts encaissés, c'est pas ça, mais par rapport à autre chose, par rapport à la manière dont notre équipe nationale a joué. D'accord, très bien. Mais justement, vous me tendez la perche pour vous parler de ce premier match. On n'a pas vu un fléchissement, enfin, moi je suis inapte à parler de fléchissement, mais on a vu quand même, vous prenez le citoyen lambda, dehors, vous lui posez la question et il vous dit on a joué le champion du monde, le classé, le numéro 1 mondial. Ce n'est pas tant le score, mais c'est qu'on n'a pas vu notre équipe nationale comme on l'a vu, comme on la connaît. C'est-à-dire il n'y a pas eu de jeu. Comment vous expliquez ça? Il y en a qui parlent de fléchissement. Il y en a qui disent non, ils ont été impressionnés par l'adversaire, avoir Messi quand même en face. Comment vous expliquez ça, vous, en tant que spécialiste? Écoutez, ma foi, moi je vais dire mon avis très humble. Hein. Tout simplement, on n'y était pas dans le match, il y avait une très mauvaise concentration. Moi je pense que c'est dû à la préparation mentale surtout et non pas physique, parce qu'ils n'ont pas réagi dès le début. Parce que quand on parle du physique, c'est à partir de la deuxième mi-temps qu'on voit un fléchissement sur le plan physique, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan musculaire, etc. C'est là où, à partir, si vous voulez, de la 65e minute,
que le joueur sent un fléchissement, sent un malaise sur le plan cardiovasculaire, sur le plan respiratoire et sur le plan même musculaire, là où commence à accumuler l'acide lactique dans le sang. Donc justement, vous êtes en train de donner des détails. On parle de la 65e minute. En fait, si on regarde les statistiques, possession de balle, par exemple, l'équipe nationale avait le ballon pendant 53% de possession de balle était en faveur de notre équipe nationale. Je sais pas, l'adversaire nous attendait, on a eu la possession, mais malgré ça, quand on fait la récap, on n'a pas joué. On n'a pas joué. On n'a pas joué justement parce que bon, il faudrait pas un match de football, ce n'est pas uniquement la possession, c'est la manière de jouer. C'est-à-dire bon, est-ce qu'on a laissé des compartiments vides? Est-ce qu'on a, si vous voulez, fui certaines, si vous voulez, zones du terrain, du 100 mètres sur les 50 mètres, voyez-vous. Donc ce n'est pas moi je pense que ce n'est pas un problème de... Quand vous me dites par exemple la possession, on l'a eu, oui, pour certaines phases, pas totalement, pour la première mi-temps, mais est-ce qu'il y avait une organisation? Vous savez, on a perdu l'organisation, on a perdu le sang-froid et il n'y avait pas de réaction par rapport à certains joueurs. C'est pour cela que je dis aujourd'hui que c'était un problème de préparation mentale surtout. Très bien. Donc là, vous êtes catégorique, ce n'est pas un manque de préparation physique, ce n'est pas la fraîcheur physique qui a fait la différence, c'est plutôt la préparation mentale. Mais revenons quand même vers le physique. On est en train de jouer au mois de juin aux États-Unis, des températures qui avoisinent les 30 degrés, un taux d'humidité quand même très très élevé. Comment gérer tout ça? Comment gérer tout ça? Vous savez, déjà le décalage horaire, bon, ils se sont un petit peu adaptés au décalage horaire et tout, mais quand même cette température jouée avec un taux d'humidité très très élevé, comment le préparateur physique doit gérer ça par rapport aux entraînements, par rapport au match, à la veille du match? Et je parle aussi de nourriture, je parle aussi de sommeil. Comment ça se gère tout ça, Beto? Alors, le tournoi en lui-même, un tournoi bloqué comme celui d'une Coupe du Monde, si vous voulez, ce n'est pas le préparateur physique qui va essayer de faire récupérer ces joueurs, mais c'est surtout la commission médicale. C'est par rapport aux kinésithérapeutes, par rapport aux médecins qui donnent l'alimentation qu'il faut pour récupérer. C'est par rapport à un biorhythme journalier du joueur, comment il doit gérer son temps vide pendant la journée quand il ne s'entraîne pas. Donc ce n'est pas l'affaire du préparateur physique, parce que le préparateur physique accompagne en général le sportif ou le joueur de football pendant tout le séjour ou avant. C'est-à-dire on fait une préparation physique le long du macrocycle de l'année sportive, mais c'est à la commission médicale de gérer, si vous voulez, cette récupération. On parle beaucoup plus de récupération et non pas de préparation physique, c'est-à-dire récupérer pour maintenir sa forme physique. Très bien. Donc, si on combine les deux, là on est à l'approche du deuxième match qui va se jouer lundi tard le soir ou très tôt le mardi matin, comment ça doit être géré? Selon votre expérience, vous avez été préparateur physique en football, vous êtes spécialiste en athlétisme. Est-ce qu'on doit, par rapport à la chaleur, par rapport au mental, par rapport à la fatigue musculaire, par rapport à l'hydratation, la réhydratation, comment ça doit être fait? Est-ce qu'on doit maintenir le rythme pour ne pas sortir, surtout pas dérégler le rythme cardiaque, la puissance cardiaque des joueurs, ou alors il faut baisser? Et surtout sur le plan mental. Écoutez, baisser totalement la charge d'entraînement, je dirais non. Pas trop baisser, pourquoi? Parce qu'il faudrait travailler sur le plan intensité, hein, d'accord, c'est-à-dire quand on prépare un schéma tactique par exemple, donc dans une si vous voulez, dans une combinaison à travailler pendant l'entraînement, il suffit d'arriver, l'entraîneur est conscient que ces joueurs sont arrivés à automatiser cette combinaison, il doit arrêter. D'abord, sur le plan physique, il ne faudrait pas aller vers des charges très élevées, c'est des charges modérées, moyennes.
Et deux, il faudrait garder cette image de réussir une combinaison. C'est-à-dire il faut finir l'entraînement avec la belle image. Et là intervient la préparation mentale. On peut faire des exercices, si vous voulez, de relâchement musculaire après l'entraînement, et en gardant cette image dans la tête des joueurs, en les relaxant sur le plan musculaire, en les détendant et en les laisse réfléchir sur la dernière image gardée, c'est-à-dire la bonne image de la combinaison. Est-ce que ça se fait ou non avec notre équipe? Je ne saurais pas vous répondre. Par contre, c'est la théorie actuelle qui marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que notre cher téléspectateur comprenne que c'est un entraînement. La préparation mentale, c'est un entraînement. C'est un entraînement parfois imaginaire, hein, souvent, et ça rentre dans le cadre de la psychologie, ça va avec. C'est pour cela que certains imaginent que c'est un discours de l'entraîneur dans les vestiaires. Ce n'est pas uniquement ça, c'est juste une facette. Mais il y a le reste. Le reste, c'est comment doit se concentrer un athlète, comment doit se concentrer un joueur de football et comment il a fini sa séance. Parce que c'est lié, si vous voulez. Vous savez, maintenant, c'est un tout. C'est une vision globaliste, si vous voulez. Et c'est des paramètres. Le physique, le mental, la préparation, si vous voulez, technique individuelle, technique collective, tout ça, le physique aussi, tout ça doit être bien, parce qu'il y a des passerelles, il y a une corrélation entre ces éléments. Et ça, Bedros, c'est une combinaison entre la com et la psychologie. C'est-à-dire, vous disiez à l'instant, laissez les joueurs, laissez l'équipe sur la belle dernière image. Absolument. Donc, communiquer, c'est du non-verbal, quoi. Je leur laisse l'image, ils l'ont vu, ils savent qu'ils peuvent le faire, ça peut les recharger. Mais là, ma question suivante, c'est, on a quand même eu un choc mental. Déjà, le téléspectateur, le simple supporter, a eu le choc mental après cette lourde défaite. L'équipe nationale, ça fait quand même longtemps qu'elle fait de bons matchs. On ne s'attendait pas, on n'était pas préparé, même les joueurs eux-mêmes n'étaient pas préparés à cette lourde défaite. Justement, comment remonter la pente à 3 jours du prochain match? Là, vous me tendez la perche pour dire quelles sont les solutions pour le prochain match. Hein. C'est ça. Sur le plan mental. Sur le plan mental. Il y a plusieurs éléments, comme je l'avais dit tantôt. Par contre, je vais énumérer sur le plan mental un certain nombre de paramètres qu'il faudrait prendre en considération pendant ces jours entre le premier et le deuxième match. D'abord, orienter le travail vers un relâchement musculaire et la fluidité. Chercher la fluidité. Deux, réserver des moments de vide, comme sentir des odeurs par exemple, laisser les joueurs après un entraînement par exemple modéré comme je l'avais dit tantôt, laisser les joueurs se détendre sur le gazon, sentir, fermer les yeux, sentir des odeurs du gazon ou bien écouter des oiseaux, ça détend, ça remet et là l'image de ce que le joueur a travaillé comme combinaison, ça va lui revenir, vous voyez. Donc c'est ça l'entraînement mental. 3, réguler le stress, hein, d'accord. Réguler le stress, ne serait-ce par exemple sourire. L'entraîneur, le staff technique, quand il croise à l'hôtel ou bien à l'entraînement ou bien dans des escaliers, sourire, même s'il y a cette défaite, etc. Il faudrait, si vous voulez, faire sentir aux joueurs une victoire qui va arriver. Donc le sourire est très important. Voyez-vous, même les entraîneurs et l'entourage, les adjoints, etc., doivent être imprégnés de tout cela. Il y a la gestion de l'esprit, il y a rechercher le bien-être à l'entraînement. Hein, rigoler à l'entraînement parfois, ne pas trop crier, après une défaite, il faut cela. Donc ce séjour entre le dernier match et le prochain, il faudrait s'exprimer de la sorte, positiver surtout, et revenir sur un schéma constructif, c'est-à-dire après une combinaison, toujours terminer l'entraînement avec la réussite d'une combinaison, c'est-à-dire il entame un travail, l'entraîneur, et puis que ça ne va pas, il faudrait refaire, c'est-à-dire la dernière répétition doit être correcte.
c'est ce que retient le joueur, si vous voulez, ce que retient, si vous voulez, toute l'équipe après l'entraînement. Ils ne retiennent que la dernière répétition. Si elle est fausse, si on termine l'entraînement avec, c'est déjà une mauvaise préparation mentale. Les gens vont dire physique ou technico-tactique, mais non, elle est enregistrée dans le cerveau. Il y a aussi instauré, si vous voulez, un climat de tolérance entre les joueurs et l'entraîneur, etc., tous les membres de l'équipe, mais aussi une tolérance de chaque joueur avec lui-même, c'est-à-dire qu'il se pardonne. Et là, si vous voulez, c'est tout le staff qui est concerné. Et c'est le face-to-face, très important. C'est le face-to-face, c'est-à-dire, mis à part le travail du groupe, trouver chaque joueur, lui parler individuellement. Absolument. Et il y a après la concentration. Et vous savez que chaque être humain est fait d'une manière spéciale. Je vais vous citer un grand champion qui se concentrait d'une manière bien spécifique. C'est Morsli Nordin, qui se concentrait des heures et des heures en lisant le Coran. C'est sa manière c'est un échappatoire, ça lui donne une force mentale, etc. Donc, en dehors de ce collectif et ce travail que je viens d'énumérer, il y a des moments de concentration pour chaque individu, parce que chaque individu est spécial. Voilà ce que je voulais dire. Je profite justement de ça pour enchaîner. Certains psychologues et certains spécialistes en com aussi disent que quand on est dos au mur, et c'est le cas de nos joueurs, c'est le cas de notre sélection, une des préparations les plus importantes, la préparation mentale au-delà du physique, c'est juste avant le deuxième match, c'est de penser, visualiser la réussite. C'est-à-dire rentrer avec l'esprit comme quoi on va faire un grand match, on va se rassurer, on va se réconcilier avec notre public, c'est-à-dire visualiser, prévisualiser, imaginer déjà la réussite. Comment on peut inculquer ça aux joueurs? Vous avez totalement raison. Et si j'ai dit tout à l'heure que c'est un tout, il ne faudrait pas prendre la préparation mentale à part et la préparation des entraînements technico-tactiques à part. C'est un bloc. C'est un bloc avec des facettes. Donc c'est pour cela que je dis que à l'entraînement déjà, pas uniquement à l'entraînement physico-technico-tactique si vous voulez, il faudrait finir avec une belle image de l'exercice. C'est ça. D'un point, déjà le joueur est parti et a terminé sa séance physico-tactique, si vous voulez, à bon escient. Hein, il a réussi ce que lui demande l'entraîneur. Et par la suite, juste après l'entraînement, il faudrait détendre, aller vers cette préparation mentale pour compléter, pour consolider cet apprentissage ou cette automatisation des gestes. Donc c'est un tout, on ne peut pas dissocier. C'est intimement lié. Absolument, c'est lié. Vous savez, en psychologie, la compétition est définie comme, si vous voulez, étant une situation extrême. Surtout le haut niveau, quand on parle d'une Coupe du Monde, durant laquelle le joueur, si vous voulez, se mesure à d'autres sous le regard et le jugement de tous. C'est ce qui est souvent c'est-à-dire avec des joueurs non expérimentés qui n'ont pas joué le haut niveau, qui se retrouvent par exemple en équipe nationale, etc., ne maîtrisent pas. C'est pour cela qu'il y a peut-être une tendance de certains entraîneurs qui ramènent des joueurs qui ont fait une véritable formation. C'est-à-dire le joueur, il est confronté aujourd'hui au regard des autres, le public, les médias. Une situation qu'il n'a pas connue auparavant. Oui, surtout les médias. Parfois on se trempe, on tire sur les gens comme ça, sans savoir, sans vivre avec ce groupe, on n'a pas tous les paramètres et ça c'est mauvais. Je m'interdis personnellement de critiquer l'entraîneur ou les joueurs. C'est une situation qu'on ne peut pas connaître, on ne vit pas avec eux. C'est un séjour lent, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Je pose une hypothèse, c'est peut-être sur le plan mental que ça n'a pas marché, sur le plan concentration, parce que le mental, il a aussi ses paramètres. Oui. La concentration fait partie. Moi, j'ai vu
je me suis dit avant le début de ce mondial, je me suis dit, je crois qu'ils sont sortis un peu de la concentration. C'est bien de détendre une équipe avant de partir à une Coupe du Monde. C'est bien de donner un quartier libre pendant un long séjour, mais il ne faudrait pas que ça soit beaucoup. Ça ne détache pas, ça ne déconnecte pas. Effectivement, il faudrait rester concentré. On peut laisser un temps libre, mais juste après, on se reprend à l'entraînement, on rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vestiaire est important, la réunion est importante, le visionnement est important, donc ça rappelle qu'il faut faire face. Il faut faire face au jugement des gens, de la population qui attend. C'est surtout les attentes. Donc, voyez-vous, cette situation complexe du joueur dans une Coupe du Monde, c'est ses attentes à lui. Il est stressé par rapport aux attentes de soi-même, mais aussi du public, de sa famille, de son entourage, de ses coéquipiers, etc. Mais justement, c'est très complexe. Quel est le rôle, justement, et là je pense qu'il est primordial le rôle des cadres. On parle de Mahrez, on parle de Bentaleb, on parle de Mendy. C'est des joueurs, bon, on pense que quand même c'est leur dernière chance de jouer un mondial, ils sont en train, ils ont un rôle très important. Vous savez que nous avons une moyenne d'âge de 25 ans et demi, donc c'est une équipe, c'est une sélection relativement jeune, fait partie des plus jeunes de ce mondial. Mais justement, après déjà cette difficulté du premier match, quel est le rôle de ces cadres-là, notamment Mahrez, Bentaleb et Mendy? Oui, vous avez très bien dit, Mahrez, moi je le vois en tant qu'encadreur des jeunes, hein, mais il ne faudrait pas aussi, parce que lui aussi il est stressé, il doit gérer son stress. Le poids est lourd, est très lourd sur ses épaules. Il ne faudrait pas que ça soit sur les épaules de Mahrez ou de Mendy. Non, juste le rôle. Non, il joue un rôle, mais ce rôle ne va pas jusqu'au bout de la préparation mentale. C'est le préparateur mental. Aujourd'hui, dans les nations développées, il y a des préparateurs sur le plan mental. Il y a chacun en son soin doit faire sa tâche. Mais vous dites vrai, Mahrez est là pour soutenir. Et il soutient peut-être pour apaiser un peu, si vous voulez, le stress des jeunes joueurs ou ceux qui viennent récemment, qui ont rejoint l'équipe nationale. Par contre, le préparateur mental doit faire des exercices. Moi, je m'adresse aux téléspectateurs, surtout pour être explicite. Ce sont des exercices. Ce sont des exercices respiratoires, de relâchement, d'imagination, etc. Ça doit se faire pendant un séjour. Mais Mahrez, bien sûr, il apaise un peu le stress, il oriente parfois sur le plan placement, etc. de ses joueurs. Donc il apaise un peu ce stress, mais il ne l'enlève pas. Il ne peut pas le rendre positif parce qu'il n'a pas fait des études concernant la préparation mentale. Il y a des spécialistes pour cela. Une dernière question, Bedro, pour clore le sujet de l'équipe nationale. Si vous étiez aujourd'hui, si vous faisiez partie du staff, alors quel serait le levier prioritaire? Est-ce qu'il serait physique, invisible par exemple, la nutrition, le sommeil, mental globalement? Qu'est-ce qui prendra le dessus? Le levier, je parle du levier. Quel serait votre levier? Vous faites partie du staff, hein? Choisissez le rôle et définissez l'action principale que vous devez faire. Écoutez, encore une fois, c'est un tout. C'est un tout. Oui, non, mais quel est le levier? Mais écoutez, le levier, c'est mental. Ouais. Moi, j'ai vu... Le levier, c'est mental tout simplement parce que j'ai vu quand même des joueurs, je ne vais pas citer de nom, hein, oui, non, mais bien sûr. Je m'interdis encore une fois de juger les joueurs et de juger l'entraîneur. Je suis loin, très loin de cela et je ne suis pas spécialiste en football, vous le savez bien, mais je dirais que c'est mental. Pourquoi? Je vais vous citer une action qui s'est déroulé, qui a attiré mon attention pendant le match passé. Guiri, qui appelait ses coéquipiers à presser
hein, à presser haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Mais ceux qui étaient sur les deux couloirs, il n'y avait pas de répondant. Je me suis posé la question, est-ce que c'était une consigne de l'entraîneur de ne pas presser très haut pour ne pas laisser des espaces derrière? Et Gouiri avait pris l'initiative d'aller vers l'avant et d'essayer de presser. Est-ce que c'était la bonne action ou pas? Ça fait partie de la préparation psychologique et de la préparation mentale. Est-ce que l'entraîneur avait donné, jusqu'à maintenant je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il avait donné la directive de ne pas presser très haut pour ne pas laisser des espaces derrière, ou bien c'était la consigne que Gouiri avait compris? Donc tout cela, donc je dis la clé, c'est ce que vous cherchez. La clé pour le prochain match, c'est d'apaiser les esprits des joueurs, de les mettre dans un esprit vraiment détendu, de rappeler, bien sûr, de rappeler les erreurs de temps en temps. Pas trop, pas trop. Il ne faudrait pas revenir sur le négatif. Vous savez, l'être humain a besoin de positiver dans ces moments-là et de gonfler le mental. On dit dans le langage courant, dans la préparation mentale, gonfler à bloc pour le prochain match. On dit très souvent, on parle des belles choses et des choses à améliorer. Pas de mots à connotation négative. Et encore, même quand on revient sur les erreurs, par exemple, c'est un visionnement. Il ne faudrait pas trop incriminer les joueurs. Le laisser lui-même juger. Absolument. Et c'est des joueurs, la plupart des joueurs, c'est des joueurs professionnels. Je pense qu'ils vont se reprendre, hein, ma foi. C'est mon souhait le plus cher. Et certainement le souhait d'Honor Louda. Elle va certainement. Vous avez vu l'avis de notre spécialiste sur ça. C'est surtout que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça a été une belle leçon d'apprentissage. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus. Notre équipe nationale est prête. Nous avons les éléments nécessaires pour ça. On fait confiance à nos capés. C'est juste dépasser ce cap. De déception après ce match. On oublie ce match et on passe à autre chose. Monsieur Mouhidjouja nous a fait la récap de tout ça. Effectivement, en tout cas, on le remercie pour tous ces éclairages et rester toujours dans la positivité. Il pourra aussi, Nour Louda, on a clôturé le sujet de l'équipe nationale, il va nous parler un petit peu, enfin en quelques instants, du trail, et aussi il y a quelque chose de très très beau. Allez, on appelle les téléspectateurs à aller se déplacer. Il va y avoir la course des bébés au jardin d'essai et c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de très très beau. C'est extraordinaire. J'avais vu déjà ces images, c'est magnifique. Plus on organise des manifestations de telle sorte où les parents participent à un âge très très bas, c'est-à-dire que les enfants sont très très jeunes, etc. Même pas, j'ai vu même des images où les bambins, si vous voulez, ne marchaient même pas et commençaient à faire des exercices, Ça, c'est extraordinaire, accompagné par les parents, etc. C'est ça qui forme une nation sportive. Vous savez, il faudrait multiplier les efforts par l'État pour construire même des piscines, etc., même pour les femmes enceintes, c'est-à-dire que le contact de l'eau, etc., pour les bébés, etc. Vous savez, il y a même des accouchements dans l'eau, pour le contact de l'eau avec l'enfant dès qu'il sort. Donc c'est déjà une pré-préparation, si vous voulez, si je puis dire, pour la natation. Donc c'est merveilleux. Il faut multiplier ce genre de manifestations. Les trails, justement le trail qui commence à devenir une tradition sur Alger. Et c'est très bien, Juste, il faudrait peut-être organiser cela avec la fédération mère, qui est la fédération d'athlétisme. Quand il s'agit de course à pied, il faudrait quand même, pour limiter parfois les dégâts, pour ne pas aller à une intensité pour des participants à un certain âge, qui dépassent les soixantaines, etc. Il faudrait quand même que ces organisateurs
si vous voulez, s'approche de la fédération mère et organiser tout cela et multiplier surtout ces manifestations, ces organisations qui ne pourront juste nous emmener, qui pourront justement nous amener à former une société saine, une société en bonne santé. Et justement, c'est très bien ce que vous dites parce que nous allons revenir à présent au trail qui a été organisé du côté de Ben Aknoun, un trail de 6 km. Donc 700 participants ont pris part à cet événement. C'est un sujet de Badia Amarni, vous restez avec nous. Donc on va le regarder ensemble et le commenter juste après. Ils sont venus de partout, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes. Ils ont participé au Trail Iron Run. Cette course de 6 km avec obstacles a attiré des sportifs et des trailers, tous animés par la passion du sport et le goût des grands défis. Organisé par la wilaya d'Alger, cet événement se veut un espace où les amoureux du sport peuvent tester leurs performances et repousser leurs limites. Ça s'est très bien passé, on a eu 700 participants, c'était une course d'obstacles, on a eu plusieurs wilayas, une bonne ambiance, du sport, c'était vraiment génial. Malgré la chaleur, ces athlètes ont relevé le défi et ont franchi la ligne d'arrivée sous les applaudissements des autres sportifs et d'un public nombreux. Je suis une passionnée de sport, je cours avec Running Algérien, je fais crossfit, kitesurf et plein d'activités. J'ai toujours été active depuis mon jeune âge. J'ai décroché la première place aujourd'hui. Il faisait chaud mais c'était un parcours agréable. C'était une très bonne expérience. Dina deuxième, la médaille. Moi, Irina avec de très bonnes personnes, très bonne organisation. C'était un très bon parcours, les canaux des obstacles. L'ambiance qui est chabba. Annie Farhan qui dit deuxième. À la fin de la course, et après avoir repris leurs esprits et leurs forces, les coureurs ont chanté et dansé au rythme de la musique, marquant un été animé et des souvenirs à vivre pleinement, comme ce trail et cette expérience sportive qui restera longtemps gravée dans leur mémoire. Plutôt joindre l'utile à l'agréable hein, dans cet événement. Alors je voudrais quand même qu'on reste sur la même lancée puisque aujourd'hui nous avons eu quand même un regard vraiment fédérateur, j'ai envie de dire, de tout ce qui est préparation mentale. Alors là aussi, le trail, c'est aussi une préparation parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui prennent part, donc ce sont des personnes qui ont un rapport avec le sport très étroit, mais d'autres amateurs qui viennent pour la première fois finalement s'exercer ou se tester finalement au sport. Et là aussi, c'est toute une préparation. Absolument, c'est toute une préparation, mais chacun a son rythme. Là, on ne parle pas du haut niveau, donc c'est moins stressant. Et, par contre, il y a des adeptes, si vous voulez, de ce trail, donc ils ont des chronos, ils veulent battre le record. Là, il y a un stress qui s'installe, il y a une préparation mentale qui doit se faire. Par contre, moi, les belles images que j'ai vues, c'est que chacun, d'ailleurs, il y a une ambiance extraordinaire d'une part, d'autre part, c'est chacun qui court à son rythme. Ça, c'est magnifique. Il ne faudrait pas se surpasser pour avoir après des complications sur le plan cardiovasculaire. Moi, ce que je retiens de ce trail, c'est la formation du citoyen de demain, si vous voulez. C'est voir la vie en couleur et non pas en noir et blanc. Moi, c'est ça que je retiens, c'est tout le monde qui peut participer, c'est ouvert au public, large, performant ou pas. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut faire des visites médicales. Le docteur est là. Oui, je peux parler à sa place. Il faudrait faire des tests quand même avant de faire un trail, parce que c'est un 6 km quand même. Et il faudrait, pour surtout ceux qui courent pour la première fois, il faut aller à son rythme.
rythme. Et la seule chose que je retiens, c'est une société heureuse. C'est ça, le trail, c'est pas la grande compétition, mais c'est le fait de se retrouver, de voir les couleurs de l'Algérie, de voir un climat, un climat extraordinaire, un climat de joie, en fait, etc. Mais c'est ça, Fatah. Le sport véhicule ces valeurs. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais il ne faudrait pas imaginer que c'est le haut niveau, c'est une concentration mentale, c'est une préparation. Non. Il faudrait aller à son rythme, il faudrait courir, il faut s'épanouir, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et on a compris qu'il fallait commencer déjà dès la tendre enfance et même avec les bébés. Absolument, absolument, Nordlouda. Et franchement, avant ça, je n'ai jamais entendu parler de course de bébé. Mais c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est la fête, Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Là, c'est magnifique. Vous savez, le bébé doit bouger. Hein. D'ailleurs, si vous mettez... Il bouge malgré nous. Oui, un bébé nouveau-né, si vous le mettez sur une table, il va bouger des mains. Il bouge avant, ne vous inquiétez pas. Il bouge avant le 9e mois. Donc voilà, exactement. Voilà. Et je vous apprends rien qu'on est avec des qualités physiques. Le bébé, il naît, parfois on dit, oh, elle a eu du mal à accoucher, il est à plus de 67 cm, il pèse 4,5 kg, sa maman a souffert. Donc le bébé est né avec toutes les qualités physiques. Et par la suite, à travers le temps, à travers le développement, ces qualités physiques, c'est un travail. Mais c'est bien de les mettre dès le départ, si vous voulez, à des ça vous dit d'aller les voir finalement? Oui, j'aimerais bien. Ben voilà, nous avons quelques images, justement un reportage qui revient sur cette course des bébés que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Les premiers pas vers le sport commencent parfois à quatre pattes. Sous les encouragements enthousiastes des parents, les bébés se sont élancés dans leur toute première aventure sportive. Entre hésitation et quelques larmes, chacun avance à son rythme vers la ligne d'arrivée. Pour certains, un jouet placé au bout du parcours et le coup de pouce rassurant de papa ont suffi pour trouver la motivation nécessaire et franchir les derniers mètres. J'ai découvert l'événement grâce aux réseaux sociaux. Je me suis dit que mes enfants devaient participer à la course des bébés à quatre pattes. C'est un très beau souvenir qu'ils pourront revoir lorsqu'ils grandiront. Nous saluons cette excellente initiative. Des bébés à quatre pattes aux petits coureurs débordants d'énergie, chacun a vécu sa course à sa manière et profité des encouragements d'un public conquis. Nous saluons cette initiative car elle encourage les parents à initier les petits à faire du sport dès leur jeune âge et à créer de très beaux souvenirs en famille. Ne manquant pas à l'appel, les grands-parents ont eux aussi tenu à être présents pour encourager leurs petits-enfants. Je suis content de mes petits-enfants Zainab et Ali. C'est vraiment une très bonne idée d'organiser cette course. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Festival d'Alger des Sports et qui connaît un engouement grandissant. Le symbole, un petit pas pour un grand pas en avenir, Inch'Allah, et inciter les bébés et les enfants à la pratique sportive dès leur jeune âge. On a eu des inscriptions préalables, près de 155 enfants, départagés sur les 3 journées à raison de 2 fois par jour. On appréhende aussi le 3e jour qui est demain, Inch'Allah, plus de 200 intervenants. Ces petits champions auront surtout offert à leur famille un moment de partage, de joie et de complicité dans une ambiance festive. Alors la préparation physique commence déjà, mais les règles du jeu, c'est pas pour l'instant, hein. En tout cas. Mais c'est magnifique, c'est tout ce que je peux dire, c'est magnifique. Alors imagine, quand on arrive à innover comme ça, même pour les bébés, c'est des spécialités. Les 4 pattes, ensuite la petite enfance. Mais c'est franchement, bravo celui qui a pensé à ça. Et moi, on est en train de semer
des graines de champion. N'est-ce pas, vous qui êtes spécialiste? Entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Ces images sont magnifiques. Et puis, il ne faudrait pas juste dénaturaliser, c'est-à-dire qu'il faut laisser pas trop de matériel. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de matériel. Sur du gazon, c'est mieux. Il faudrait qu'il y ait le contact de ce bébé ou cette première enfance avec la nature. Il faudrait trouver des moyens et c'est magnifique, c'est bien. Ce sera donc des recommandations probablement pour les prochaines éditions. En tout cas, ça a été un plaisir. Fatah, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions et très heureux d'avoir été avec vous, Nadel Huda. Toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous, monsieur, pour tous ces éclairages. Et voilà, donc nous continuons. Nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, ça va être un reportage auquel Faria Al-Hamdi s'est intéressé. C'est la préservation de la Nouba que je vous laisse voir. À tout de suite. La célébration des 5 journées de la Nouba à Tizi Ouzou est un événement culturel significatif qui met en lumière la richesse du patrimoine musical andalou. Réunis autour du musicologue Rachid Guerbas, de jeunes prodiges ont partagé une semaine intensive de masterclass entre rigueur technique et souffle spirituel. Et tout. J'étais très réticente avant parce que j'avais toujours peur qu'on enlève ce qui est naturel, ce qui est mystique dans la musique andalouse, parce que la musique andalouse, c'est du soufisme, c'est quelque chose, c'est une autre dimension, quoi. Et justement, avec Monsieur Guerbas, j'ai vu qu'il a ce secret de garder l'authenticité de la musique andalouse tout en imposant une rigueur et un côté scientifique que j'apprécie beaucoup. Et je suis vraiment partante dans ce créneau. Dans quel but? Déjà, pour préserver cette musique, parce qu'il est incontournable qu'on est obligé de l'écrire, on est obligé de suivre le courant. Hein. Moi, je l'ai apprise de bouche à oreille par de grands maîtres, Allah yarhamhum, par Haj Moulay Bakrizi à Mostaganem. J'ai appris cette musique, certes, mais déjà, on est toujours dans l'apprentissage, je n'ai pas tout appris. Et puis, et surtout, cette musique est notre patrimoine. Moi, je suis très nationaliste. Il faut l'universaliser. Et pour... Lui, c'est Rachid Guerbas, une figure centrale de la scène culturelle algérienne, reconnu tant pour ses talents de musicien que pour ses travaux de recherche en musicologie. Depuis ma plus tendre enfance, donc j'ai un penchement naturel vers la musique, alors que je ne suis pas d'une famille, je suis pas issu d'une famille de musiciens, mais la musique a toujours été mon univers quotidien. Son œuvre se concentre principalement sur la préservation et la transmission du patrimoine musical andalou et des traditions classiques d'Algérie. La musique, la Nouba algérienne fait partie intégrante du patrimoine de notre pays. Et quel patrimoine? Parce que c'est d'une richesse considérable, c'est-à-dire tout reste à découvrir. Je dis bien, en tout cas, le plus grand reste à découvrir. C'est vrai qu'on a une musique qui a été transmise de bouche à oreille comme ça, et les gens qui ont tout fait pour la transmettre, ils savaient très bien que notre culture et l'identité, la culture qui fait aussi notre identité, ont été mises à rude épreuve pendant la période de la colonisation. C'est-à-dire on voulait gommer un petit peu tout cet aspect-là. Et il y a eu une résistance. Aujourd'hui,
Rachid Gerbas est considéré comme une passerelle entre les grands maîtres du XXe siècle et les jeunes interprètes contemporains. Son nom reste indissociable de la rigueur scientifique appliquée à l'art lyrique algérien. Ok, quand je fais comme si je marche. Et voilà, c'est donc la préservation de la Nouba, une rencontre aussi, très très belle rencontre que Feria El Hamdi a fait. Cette fois-ci, nous allons donc à la dernière station de cette matinée, nous allons nous intéresser à l'enseignement et l'apprentissage des langues, la langue chinoise particulièrement. Et c'est Mariam Cheikh, une passionnée de cette langue qui adore la langue chinoise, est parmi nous. Bonjour Mariam. Bonjour. Msharaki. Ça va? كيفاش نقولوا bonjour بالشينوية؟ Je l'ai jamais appris. يضلوا يقولوها لي jamais شديتها في راسي. Bon, il y a salut, c'est ni hao. Il y a bonjour, c'est 早上好. بالعقل. Il faut pas تصعبيها بزاف. الأولى. ni hao. Ni hao.是. Ni hao. Oh, ça fait tout drôle, mais. Et bienvenue. Bienvenue. 欢迎. Alors, Mariam, le chinois, pourquoi le chinois? C'est une langue, on le disait toujours, hein, quand on ne comprend pas, on dit il parle chinois, alors là, vraiment, tu parles chinois. Mais pourquoi le chinois finalement? Bon, il y a trois raisons qui خلوني نختار la langue chinoise. قاعدة بالنا بلي لا شين راها شغل une grande puissance. Oui, il y a des relations بزاف ملاح entre l'Algérie ou la Chine. Et depuis toujours d'ailleurs, hein, oui. Depuis même avant l'indépendance de l'Algérie, et la Chine a beaucoup soutenu l'Algérie, effectivement. Exactement. Donc, كي نقرا la langue chinoise, كي ندخل روحي في هذا الفيلد تاع la langue chinoise, حيكون عندي شغل des opportunités, des chances كثر. Effectivement. وحيكون عندي خدمات كثر, you know, jobs. وثاني la raison deuxième, c'est que باش تتعلم ثقافة. أنا دائما intéressée بلا culture asiatique et la culture chinoise. Donc, elle est impressionnante hein, comme culture. C'est une belle civilisation à part entière. Donc باش تتعلم ثقافة لازمك تتعلم اللغة تاعها باش تقدر تتعمق فيها باش تقدر تعرفها مليح. Donc هذه la raison deuxième. La raison troisième, c'est que قاعدة بالنا بلي la langue chinoise c'est la langue plus difficile après l'arabe. وانا نعرف عربيه دونك جو بارلي فرونسي. Voilà. Après, comme les Algériens, ils ont cette facilité à apprendre n'importe quelle langue qu'ils veulent. Oui, parce que حنا la langue تاعنا شغل dialect تاعنا مخلطه ديجا تما ما تجيناش بزاف صعيبه. Voilà. Depuis quand tu t'es mis, vous êtes mis au chinois, Mariam? Une année برك. Oui. Une année où l'accent gars. Oui. Bravo. Hein. Merci. Donc c'est facile finalement l'apprentissage. Justement, ماشي بزاف difficile كيما يقول لك شغل الناس يكبروها. Oui, parce qu'on connaît pas. C'est vrai que quelque chose qu'on connaît pas, ça nous paraît beaucoup plus difficile. هي ماشي صعيبه بزاف, هي العفسه الصعيبه فيها la prononciation. والكتابه. كي tu maîtrises la prononciation, خلاص الشيء الاخر يجي سهل مع الوقت. D'accord. Et donc, pour apprendre facilement une langue, il faut la pratiquer. Et vous trouvez des personnes avec qui vous pouvez pratiquer, vous pouvez échanger, ou ça va être juste des lectures? Ça se passe comment pour justement développer la langue? Bon, باش نبراتيكي هاد لا لونغ كاين ديجا كيما نقولوا السمع البصري. كنتفرج نشوف شغل كونتوني نشوفو بالفرنسي, نطلع لي زابليكاسيون ديالهم, عندهم هما دي زابليكاسيون تاعهم. وثاني تهضر مع العباد ماشي بزاف صعيبه, كاين الانترنت وكذا. الوغ تشوف عفسه انت انتريسي بها, تحوس على عباد ملاشين انتريسي بنفس هذاك الفيلد هذاك, تهضروا مع بعضكم. وكاين بزاف شغل ناس دي شينوا اللي هما ديجا انتريسي بلا لونغ arabe. Alors كي تهضروا مع بعضكم, vous pratiquez la langue chinoise et ils pratiquent la langue arabe. Là, c'est un échange. Oui. Là, c'est un échange. Oui. Voilà. Et justement, en ce moment, Marie, vous êtes en train de préparer un concours, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous de ce concours. Il s'agit de quoi? Donc, bon, هذا الكونكور دارته Sinopec.
سينوبيك شركه بزاف معروفه في البتروشيمي. داروا هذا الكونكور تاع شغل تاع لي جون امباسادور كولتوريل اونتر لا شين اي لالجيري. هذا الكونكور سي شنو ديروا دي فيديو على كاين شغل كاين توبكس كاين لا شين اميزيو لي شينوا اميزيو لي شغل النظره تاعك انت الفيجن تاعك انت على لا شين لا لونغ شينواز للناس وكذا. الوغ اون في دي فيديو نبعثوه لهم في الايميل اي كاين شغل برايسز بزاف ملاح. كاين البريمي بري كاين 5 عباد يروحوا لاشين هما يخلصوا ان شاء الله تكوني منهم ان شاء الله بوركوا با. الدوزيام بري دي تيليفون و تروازيام بري دي شغل هذوك السمارت واتشز. وهذا ما كان شغل بزاف ساهل ولي بري بزاف ملاح. وان شاء الله الناس اللي انتريسي بهاد لا لونغ بون ماشي شرط يكونوا انتريسي بلا لونغ مي يكونوا انتريسي بلا كولتور يكون عندهم ايدي على لا كولتور يكون عندهم ايدي على لا شين ان ذير فيجن ماشي شرط تكون عفسه بارفي عفسه المهم they have fun ويستفادوا منها. Effectivement. Alors, quelle thématique vous avez choisi? أنا j'aimerais bien dire la Chine à mes yeux parce que شفت بزاف. كيفاش راكي تشوفيها هاد لا بارتيسيباسيون تاعك؟ بون انا مازال ما كملتهاش تما مازال ما راهش عندي كلير فيجن على واش حندير اكزاكتومون مي اللي عارفه بلي حنديرو سي كو حنحط انا كيفاش نشوف لاشين ماشي كيما كاع الناس يشوفوها باسكو انا بزاف داخله في هذا الفيلد وماشي 100% كيما لا رياليتي باسكو جامي رحت لاشين تما حتكون عفسه اللي شغل بيرسونيل on va dire وان شاء الله حتعجبهم ان شاء الله حتعجبكم باسكو حنبيبليها ان شاء الله. Inch'Allah. Alors justement, حتبيبليها parlant de publication, vous avez déjà des publications en langue arabe, n'est-ce pas? Vous êtes écrivaine aussi en plus donc de l'intérêt que vous avez pour la langue chinoise. Alors parlez-nous un peu de cette expérience d'écriture. Bon, انا نكتب ملي كان عندي 9 ملي كان عندي 9 سنين دائما نكتب شغل دي بوام دي زيستوار. من بعد شحال ما كبرت شحال ما حبيت ندير شغل دي رومون حبيت نشارك ماي فيجن وذ ذا وورلد en arabe bien sûr. Donc pourquoi pas plus tard en chinois, en anglais? Inch'Allah. Parce que vous êtes à l'aise aussi en anglais. أنا شوي patiente ب learning languages نحب نتعلم اللغات alors كوني نتعلم 7 لغات دوكا ما عنديش برك الشينوا. alors عندك شينوا انجلي فرنسي عربيه. عربيه مانيش نتعلمها عربيه نهضرها ديجا. non je veux dire les langues que vous parlez. كاين جابونيز كاين لا لونغ جابونيز كاين روس aussi الله يبارك وكاين الساين لانجويج لغه الاشاره بزاف underrated بزاف شابه بزاف نحبها. Effectivement. Et j'ai appris dernièrement qu'il n'y a pas une langue des signes, mais il y a des langues des signes, plus de 300 langues des signes. C'est ça? Oui. Voilà. Et bien, yatek saha. Bravo. Merci. Vraiment, bravo pour l'allemand. L'allemand. Oui. D'accord. Très bien. Bah, très belle continuation, Inch'Allah. Revenons un peu à votre roman. Donc, c'est beaucoup plus la fantaisie? Oui. الكتاب الأول اللي درته 2024 شاركت به بمعرض الكتاب سيفاكس تاع 2024 كان شغل كما نقولوا دارك فانتزي. شغل هي شغل حطيت لا رياليتي بقالب فانتازي نقدروا نقولوا. شغل كانت على الجنون لا ماجي في هذاك الوقت كانت بزاف شغل كانت طوندونس الوغ حبيت نحط كيفاش انا نقدر نحط هاد العفسه و اون ميم طون ماشي بزاف شغل امبوسيبل تصرا ولا بزاف فانتازي شغل inspiré de la réalité. Oui, exactement. وهذا العام ان شاء الله الكتاب اللي حنخرج ان شاء الله مع الفان داني اذا تيسرت الامور حيكون بلي شغل ديستوبي على فانتازي حيكون سيونس فيكسيون وحيكون ثاني ديستوبيا شغل نحط لا رياليتي مي بطريقه كحله شغل نحط j'ai du mal à imaginer ça Maryam vous êtes tellement douce. نحط شغل لي بروبليم اللي كاينين في السوسيتي تاعنا في الرياليتي تاعنا بطريقه فانتازيه باش الواحد ما يكرهش ما يحسش بالديبرسيون و اون ميم طون يعرف باللي كاينين صوالح اللي لازم نمدوا لهم اتونسيون اكثر في لا سوسيتي تاعنا. D'accord, donc ça c'est pour le prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est pour quand?
ما نقدرش نقول لك exactement وقتاش mais ان شاء الله Pour le prochain salon du livre, Inch'Allah. ان شاء الله oui Inch'Allah. oui pourquoi Mais sinon, beaucoup de passion, hein, Mariam. Alors, on a la passion pour les langues, on a la passion pour l'écriture, la voix off aussi. Oui. Alors, la voix off بديتها في 2020 كانت بزاف راندوم كانت شغل الوزير برك ومن بعد لقيتني نديرها اوفيسيالمون officiellement, c'est-à-dire كنت نشارك شغل في تيمز دي زورغانيزاسيون اون لين مي شغل فولونتيرينغ ماشي تاع خلصه ولا خدمه ولا وثاني درت دي كور في لا فوا اوف في 2024 جو بونس وي un petit quelque chose. Bon, there is en arabe toujours. كاين الإيميتيشن تاع شغل الدوبلاج. كاين باغ اكزومبل غامبول. غامبول، اوكي. آسف الموضوع خرج عن يدي ولكن قانون الأطفال يقول لا تحضر لعبتك وإلا. إليا أنايس لا سور تاع غامبول. أرجوك غامبول ألست أختك من لي غيرك. Waouh. Alors on passe d'une gamme à une autre. Oui. Voilà. Et donc vous avez fait une formation pour ça? Oui. D'accord. الفورماسيون كانت كنت ليا لا فوا اوف بروفيسيونيل تاع باغ اكزومبل يو نو الرد الآلي something like مرحبا بكم في قناة كانال الجيري للعربية اضغط على 1 pour le français appuyez sur 2 for the English press 3 سيدنا واحدة بشنوية شنوية non, il y a les Chinois qui vont regarder D'accord. l'Algérie, n'est-ce pas 大家好，我的中文名字是玛丽。 Impressionnant. Impressionnant, vraiment bravo Mariam. Mariam, des projets? Si. Des projets comme quoi? Des projets futurs. Donc déjà, il y a le concours. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Il y a le livre qui va bientôt sortir. Et j'espère qu'on vous retrouvera sur le plateau pour nous présenter votre livre. Inch'Allah, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Marhaba bik. Et d'autres projets? D'autres projets, بالك دوك نولي ندير لا فوا اوف اوفيسيالمون ان شاء الله باسكو كنت حبست شويه يو مع الباك مع لافاك وكذا. كي تجوزي الباك نو راكي في لافاك. خلاص راني في الله لافاك. يبارك. ربي يوفقك. امين. En tout cas, Mariam, ça a été un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. On vous souhaite très très belle continuation dans tout ce que vous allez faire. Très belle réussite aussi. Merci Mariam. Merci beaucoup, Sarah. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain, Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir.